Depuis sa réélection, Donald Trump a multiplié les déclarations publiques suggérant que le Canada devrait devenir le 51e État américain. Ces propos, bien qu'ils puissent être perçus comme provocateurs ou même humoristiques par certains, ont été pris au sérieux par les autorités canadiennes et une partie de la population. Trump a affirmé que cette fusion permettrait de supprimer les droits de douane, de réduire les impôts et de renforcer la sécurité du Canada face à la Russie dans l'Arctique et surtout endiguer et réguler le commerce chinois. On l'a vu dans notre vidéo sur le Panama et le Groenland, il y a toutes les raisons de prendre très au sérieux les déclarations du président américain. D'un point de vue géographique et historique, ces déclarations font même sens. Elles sont le résultat d'une évolution historique de l'État-continent américain, dominé par les États-Unis, qui évolue aujourd'hui dans un monde multipolaire qui se base sur un rapport de force, qu'il soit militaire, économique ou politique. Le problème, c'est que certaines puissances sont davantage prêtes que d'autres à affronter les changements en cours, voire même à se battre pour les influencer à leur avantage. Pour le Canada en revanche, cette confrontation avec son voisin états-unien arrive au pire moment. Entre crise politique, pénurie de main-d'œuvre, crise migratoire et pression sociale économique, 2025 ne fait que commencer. Bienvenue sur Terra Bellum. Aujourd'hui, on va parler du Canada avec en toile de fond sa relation tendue avec son voisin américain. Je rappelle que l'objectif de cette chaîne est de donner des clés de compréhension tout en synthèse avec une vision macro. Pour aller plus loin et nous soutenir financièrement, vous avez la possibilité de devenir membre donateur sur YouTube contre des petits bonus comme des emojis en commentaire ou avoir votre pseudo au crédit de l'émission. Il existe la revue Terra Bellum qui est une revue de géopolitique réunissant divers articles. Le lien de tous nos numéros est dans la description. Vous pouvez lire le sommaire et l'édito pour voir si des sujets vous plaisent avant de vous les procurer. Merci à tous pour votre fidélité et bon visionnage. D'un point de vue géopolitique, la relation contemporaine entre les États-Unis et le Canada est presque idéale. En dehors de la guerre de 1812, les deux pays n'ont pas de différends historiques, culturels et religieux qui conduisent à des conflits entre puissances. Les deux pays ont aussi une position géographique parfaite sur le continent nord-américain qui, grâce aux océans Pacifique, Atlantique et Arctique, leur garantit une protection physique optimale contre les menaces extérieures. Résultat, la frontière américano-canadienne est la plus longue frontière internationale non militarisée au monde, s'étendant sur près de 8891 km. Via des traités et des accords commerciaux, dont le plus connu est l'AEUMC qui a remplacé l'ALENA en 2020, l'économie canadienne est profondément intégrée à celle des États-Unis et donc aussi interdépendante. Chaque jour, environ 2 milliards de dollars en marchandises traversent la frontière États-Unis-Canada. Et le Canada est aussi très utile pour les États-Unis. Par exemple, le Canada fournit un peu plus de la moitié des importations de pétrole aux États-Unis, soit près de 20% de la consommation totale des États-Unis. Les États-Unis comptent également sur le Canada pour l'approvisionnement en matériaux essentiels tels que la potasse, c'est-à-dire les engrais, l'uranium et le bois d'œuvre. Les deux partagent des chaînes de production dans de grands secteurs économiques comme dans l'industrie automobile depuis le pacte de l'automobile de 1965 qui a encouragé les constructeurs états-uniens à localiser une partie de leur production au Canada, notamment dans l'Ontario avec General Motors ou encore Chrysler. Des pièces d'automobile fabriquées au Canada peuvent être assemblées en véhicules aux États-Unis et vice-versa, créant ainsi une interdépendance économique et ce n'est là qu'un exemple. Évidemment, les États-Unis sont la principale source d'investissement direct pour le Canada et vice-versa. En 2022, le stock d'investissement direct américain au Canada était de 438,8 milliards de dollars, 46% du total des investissements directs étrangers au Canada. Inversement, en 2021, l'investissement direct canadien aux États-Unis s'élevait à près de 745 milliards de dollars. Près de la moitié de l'ensemble des IDE canadiens vont vers les États-Unis. Pour le dire simplement, le Canada, c'est le voisin idéal qui fait que les États-Unis n'ont même pas besoin de s'occuper de leur propre arrière-cour en Amérique du Nord, ce qui leur permet de consacrer du temps et des ressources ailleurs. Mais bien que la relation entre le Canada et les États-Unis soit largement bénéfique d'un point de vue économique, il existe une préoccupation constante au Canada concernant la préservation de sa souveraineté et de son identité culturelle par rapport à un voisin aussi puissant que les États-Unis. L'influence des États-Unis n'est pas seulement économique ou diplomatique, mais aussi culturelle. Mais le gouvernement canadien est en proie à une crise politique provoquée par des pressions économiques et sociales.
Début janvier 2025, le Premier ministre Justin Trudeau a annoncé qu'il démissionnait de son poste qu'il occupait depuis près d'une décennie. Son départ s'accompagne d'une augmentation spectaculaire de la popularité du Parti conservateur présidé par Pierre Poilievre. Le Parti libéral au pouvoir est sur le point de perdre sa place lors des prochaines élections fédérales. Les sondages montrent que les conservateurs ont une forte avance de 43 à 46% des intentions de vote face au Parti libéral qui oscille entre 20 et 25%. Les élections étaient initialement prévues pour le 20 octobre 2025, mais la démission de Trudeau pourrait entraîner une date plus proche si le prochain Premier ministre perd son vote de confiance dans les mois à venir. La crise politique était en gestation depuis longtemps pour des raisons économiques et sociales que je vais vous résumer. Tout d'abord, l'augmentation du coût de la vie. L'inflation a bondi à 8,1% en 2022 pour se rétablir sous les 2% en 2025. Mais l'indice des prix à la consommation, l'IPC, a été drastiquement élevé en 2022 et demeure très élevé en 2024 malgré une tendance à la baisse. Cette hausse a notamment touché les aliments, les transports, les soins de santé et le logement. Enfin, le Canada est victime d'une pénurie de main-d'œuvre. 1 million de postes vacants en 2022 qui ont diminué à 530 000 postes vacants fin 2024. Le marché du travail canadien est tendu, ce qui a conduit à de légères hausses des salaires, environ 5% en moyenne, ce qui freine en retour la baisse de l'inflation et de l'IPC. Pour combler cette pénurie de main-d'œuvre qui ne date pas d'aujourd'hui au Canada, le gouvernement canadien s'était fixé pour objectif d'accueillir 500 000 immigrants par an à compter de 2025. Le Canada repose déjà énormément sur les immigrants pour sa croissance et relève ses objectifs d'année en année. 465 000 migrants en 2023, 485 000 migrants en 2024, et selon Statistique Canada, les immigrants récents, entre 2016 et 2021, ont contribué à environ 80% de la croissance de la force de travail canadienne. Et la cerise sur le gâteau, c'est la crise du logement. L'augmentation du nombre d'immigrants soulève des questions sur le logement puisque la demande est élevée. Et selon l'Association canadienne de l'immeuble, le prix moyen d'une maison au Canada est estimé à 722 000 $ pour 2025 avec une augmentation moyenne prévue de 4,7% par rapport à l'année précédente. Pour être plus clair, entre 2000 et 2021, les prix des logements ont augmenté de 355% en moyenne alors que le revenu médian n'a lui augmenté que de 113%. Cependant, d'un point de vue purement macroéconomique, les prévisions indiquent que le Canada pourrait connaître la plus forte croissance économique du G7 en 2025. La croissance du PIB réel est évaluée à 1,9% pour 2025, une amélioration par rapport à la croissance plus modeste qui était de 0,7% en 2024. Cela signale une reprise économique, contrairement par exemple à l'Allemagne. La Banque du Canada envisage aussi une baisse des taux d'intérêt, ce qui devrait stimuler les dépenses de consommation et les investissements des entreprises. Notez aussi que ces statistiques sont inégales d'une région à l'autre. Par exemple, le Québec, les prairies canadiennes et la façade atlantique sont les plus touchés par cette hausse des prix et ces tensions. Mais la vie, c'est plus que des graphes. Les critiques de l'opposition conservatrice sur la politique du Parti libéral de Trudeau concernent certes la gestion économique du pays, la taxe carbone ou d'autres mesures écologiques, mais le fond de l'affaire, c'est la question du Canada, sa préservation et donc la crise migratoire. En 2022, le taux de fécondité était historiquement bas, 1,33 naissances par femme, et la population totale a atteint 40 millions d'habitants, avec une croissance démographique de 3,2%, la plus élevée depuis près de 70 ans. La cause de cette croissance démographique est simple, l'immigration représente 97,6% de la croissance démographique du Canada, autant dire presque 100%. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2021, le gouvernement a assoupli les mesures d'immigration pour rendre les emplois de la classe ouvrière plus attractifs. En 2023, le gouvernement a encore assoupli la réglementation pour permettre à davantage d'immigrants de travailler dans le pays en augmentant les quotas d'immigrants et facilitant les demandes de permis de travail. Mais ces mesures n'ont pas permis de compenser les pénuries de main-d'œuvre, particulièrement dans la santé, l'agriculture, les transports et la construction qui sont essentiels au bon fonctionnement du pays. Pire encore, bon nombre de ceux qui sont entrés au Canada n'ont pas pu trouver d'emploi correspondant à leurs compétences d'une part, et de l'autre, l'économie canadienne était aussi dans l'incapacité de créer des emplois au rythme de la croissance démographique. Pour la faire courte, le Canada a ouvert ses portes trop rapidement, n'importe comment, à n'importe qui, et en paye aujourd'hui le prix.
En juillet 2024, le taux de chômage des immigrants vivant au Canada depuis moins de 5 ans était de 12,6%, le double de la moyenne nationale, un comble pour un pays en pénurie de main-d'œuvre. Ce qui a conduit à une augmentation des coûts des services sociaux, là où ceux-ci auraient été par exemple plus utiles dans des programmes gouvernementaux pour faciliter l'accès au logement pour les familles et les travailleurs canadiens. La grande crainte du Canada, c'est de se retrouver avec des milliers de chômeurs d'un côté, tandis que les pénuries de main-d'œuvre persistent dans des secteurs spécialisés, car on estime que 700 000 des 4 millions de travailleurs spécialisés du Canada devraient prendre leur retraite d'ici 2030. Face à cet échec, le gouvernement Trudeau a annoncé réduire le nombre de migrants par an. 365 000 d'ici 2027. Il a également supprimé certaines des réglementations plus souples introduites en 2023 et au printemps 2024, un nouveau plan de logement a été lancé pour débloquer 3,87 millions de nouveaux logements d'ici 2031. Mais comme semblent l'indiquer les sondages, c'est déjà trop tard et Trudeau a politiquement creusé sa propre tombe. Il y a aussi la question de l'intégration et de la préservation de l'identité canadienne qui peine à s'affirmer d'un côté avec le géant américain et de l'autre avec les flux d'étrangers qui peinent à s'assimiler. Pour le parti conservateur, Trudeau a échoué dans sa stratégie open border, là où le temps et les investissements auraient été plus utiles dans la préférence canadienne et l'immigration sélectionnée, quitte à réduire la croissance démographique et la croissance économique. Tout cela pour dire que Trump arrive au bon moment pour poser ses termes au Canada, qui n'est pas aussi stable socialement ou économiquement qu'il ne l'était lors de son premier mandat. Il y a une semaine, Trump a décidé d'imposer 25% de droits de douane sur les produits canadiens, ainsi que 10% supplémentaires sur les ressources énergétiques canadiennes. La faible croissance économique et les problèmes structurels du Canada le rendent mal adapté pour absorber le choc. L'économie canadienne pourrait reculer de 2,6 à 3,8%, tandis que les mesures de rétorsion de la part du Canada pourraient, elles, faire grimper ce chiffre à 5,6%. Ce déclin pourrait déclencher une plus grande instabilité au Canada et pourrait tout aussi bien avoir des répercussions sur les États-Unis, tant leurs économies sont intégrées comme nous l'avons vu. Il faut retenir que la stratégie de Donald Trump a souvent inclus une rhétorique hostile et des menaces de sanctions économiques pour obtenir des concessions, et les gouvernements des deux pays se sont d'ailleurs rencontrés avant même l'application des tarifs. L'objectif de Trump sera probablement de réviser ces accords économiques une nouvelle fois, mais aussi d'exiger un alignement complet et sans ambiguïté de la politique canadienne avec un plus grand contrôle des frontières et de son flux migratoire. Le monde poursuit une phase de régionalisation basée sur un rapport de force. Trump ne possède qu'un mandat de 4 ans. 4 ans durant lesquels il fera tout pour assurer à minima l'hégémonie américaine en Amérique du Nord. Les menaces d'annexion ou de fusion, bien que jugées irréalistes par beaucoup, reflètent une rhétorique expansionniste qu'on retrouve dans le monde entier, mais aussi paradoxalement, la tentative peut-être désespérée de préserver ce qu'il reste de la Pax Americana. L'annexion du Canada n'est probablement pas pour demain, et un accord sera probablement trouvé à court ou moyen terme, d'autant plus si le Parti conservateur prend le pouvoir. Cependant, les déclarations de Trump rappellent sans ambiguïté la place du Canada au XXIe siècle et son rapport de force quasi inexistant face aux géants américains. Ces déclarations ont suscité des inquiétudes, notamment en Europe et parmi les partenaires des États-Unis, qui redécouvrent l'adage pourtant basique « Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts ». Je rappelle qu'il s'agit de vidéos de synthèse où je me base sur une tendance et les données à disposition pour vous illustrer les principales lignes. Je compte donc sur vous pour aussi enrichir cette vidéo en commentaire, particulièrement car nous avons des Canadiens sur la chaîne et la dernière fois que je suis allé en voyage chez vous, c'était il y a bien 10 ans. Si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime. Si cette vidéo ne vous a pas plu, mettez un j'aime. N'oubliez pas de partager sur vos réseaux sociaux pour briller auprès de vos abonnés. C'est la crise, mais si vous voulez nous aider, vous avez aussi la possibilité de devenir membre donateur sur YouTube contre des petits bonus ou avoir votre pseudo au crédit de l'émission. Je vous renvoie aussi, pour ceux qui veulent approfondir, vers le 10e numéro de la revue Terra Bellum. Grâce à nos contributeurs, on y parle de la politique urbaine de la cité-État de Singapour, la dissuasion nucléaire russe, le pétrole du Venezuela, la compétition sino-coréenne dans l'e-sport, ainsi que le corridor économique IMEC et d'autres sujets que je vous invite à découvrir en cliquant sur le lien en description. Merci aussi aux membres YouTube qui nous soutiennent, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Merci à tous pour votre fidélité et à la prochaine.